Éco-Afrique. 26 minutes d'économie africaine en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Chers auditeurs de FRI FM, bien le bonjour à vous et bienvenue dans Éco-Afrique, votre émission économique sur FRI FM. Aujourd'hui, dans ce nouveau épisode, nous allons nous pencher sur la situation économique dans l'Est de la République démocratique du Congo, une région marquée par des conflits qui persistent et qui entravent son développement économique. Entre insécurité, la destruction des infrastructures, l'exode des populations et l'instabilité des marchés, l'économie locale est fortement impactée. Quel est le devenir de cette économie dans cette région précise? Élément de réponse dans quelques instants avec mes invités Mahfoud Kaoubi, analyste en économie. Bien le bonjour à vous, Mahfoud Kaoubi. Bonjour Abdelmalek. Bonjour. Samuel Akizimana, chef d'entreprise. Bien le bonjour à vous, Samuel Akizimana. Bonjour. Bonjour. Et Mazoura Al-Hayani, chef d'entreprise également. Bien le bonjour à toi, Mazoura Al-Hayani. Bonjour. Bonjour. Alors je commence avec notre analyste en économie. Nous l'avons dit plusieurs fois dans cette émission. Instabilité politique, insécurité ne rime pas avec développement économique, Mahfoud Kaoubi. Tout à fait. Donc, encore une fois, un autre pays africain en but de problèmes d'insécurité, voire de situation de guerre, il faut le rappeler. Donc, une situation d'instabilité, un nouvel épisode d'instabilité qui vient, en tous les cas, dans la même ligne de la logique qui s'installe dans la région depuis le début depuis 1990 déjà, et qui vient hypothéquer les chances d'un développement économique d'une région très riche, je le rappelle, mais qui bute encore une fois sur des problèmes de manque de vision et de maturité des uns et des autres. Selon vous, quel est l'impact aujourd'hui de ce conflit sur l'économie locale dans l'Est de la RDC? C'est la guerre, en tous les cas. La guerre, donc on ne parle pas généralement d'économie. C'est une priorité. Tout à fait. Donc on compte ses morts, on organise les déplacements, on organise les secours et c'est des situations d'acheminement d'armement manipulés d'une manière ou d'une autre. Et on revient à des situations que j'espère ne vont pas tourner au génocide, comme cela a été le cas dans les années 90 du siècle dernier et d'autres épisodes qu'on a connus dans les années 2010. Malheureusement, qu'on pensait clos et abandonnés, mais qui reviennent encore une fois de manière très, très bouleversante et qui font naître des situations vraiment. Il faut les voir en tous les cas, quand on voit les images et quand on lit les informations qui proviennent de la région, on est un peu, encore une fois, déçu. Alors, l'économie, ce n'est pas une priorité quand on parle de conflit, certes, mais justement, cette situation économique, elle a déjà été dégradée auparavant. Ce n'est pas une question récente, ça ne date pas d'hier. Samuel Akizimana, on avait parlé justement de ces problèmes économiques dans cette région même, avec le cobalt, avec l'exportation de matières premières qui proviennent de cette région et qui posent problème en quelque sorte. Samuel Akizimana, j'aimerais aujourd'hui une analyse de votre part sur ce qui se passe économiquement, et pas politiquement, militairement, ça, on laisse ça à d'autres éditions, mais économiquement dans cette région-là de l'Afrique, du centre de l'Afrique. C'est une très belle question et je vais rebondir sur ce que M. Kaoubi a dit. La situation économique, on peut dire que, parce que la situation vraiment à l'est du Congo, parce qu'on parle de ces provinces, on parle de l'Ituri, du Sud Kivu, du Nord Kivu. Des régions très riches. Des régions très riches en ressources naturelles. Et nous savons très bien que d'une part, c'est cette richesse qui fait aussi leur malheur, d'une part, parce que sans entrer dans le côté politique où on parle des ethnies ou je sais pas quoi, mais on parle de leurs ressources naturelles qui constituent aussi
d'une part, on peut dire c'est ce qui devait être leur bonheur devient aussi un peu leur malheur parce que il y a tant de convoitises sur tous ces riches minéraux parce qu'on sait très bien lorsque il y a des pays ou certaines régions où il y a certains désordres, il y a certains qui en profitent. Et c'est ça qui est le plus important. Parce que si on regarde très bien, on peut dire que c'est une perte déjà pour la RDC. Pourquoi? Parce que c'est des terres riches et il y a plus de coltan, etc., qui devaient être exploités par le gouvernement congolais et ainsi générer aussi certains profits pour le pays. Mais à travers ça, on voit que ça ne génère pas réellement pour le pays parce qu'avec ces déséquilibres, avec ces guerres, on peut dire c'est une guerre parce qu'on peut dire c'est une déstabilisation. Mais si on regarde déjà, il y a un déplacement de plus de 6,3 millions de la population dans cette région-là, déplacement massif. Et si on regarde aussi sur le côté humanitaire, c'est catastrophique parce qu'on voit qu'il y a tellement de choses qui se passent à l'est du Congo qu'on peut déjà dire que d'une part c'est une guerre parce qu'il y a des morts à travers ces régions. Mais on voit que la particularité, c'est que c'est des régions très très riches en ressources naturelles. Et ces ressources naturelles, malheureusement, parce que si on regarde aussi les enquêtes de Nations Unies ou du UNESCO, etc., à travers ces régions, on constate qu'il y a toujours des gens qui sont en train d'exploiter ces ressources naturelles réellement. Même en cas de guerre, de conflit, on voit que ces ressources sont directement exploitées. Donc, on voit que malgré qu'il y a ces dérangements à l'est du Congo, mais les ressources sont exploitées, mais elles ne sont pas bénéfiques pour la RDC, ce qui est déplorable. Donc, et non seulement ce n'est pas bénéfique pour la RDC, non bénéfique pour la population congolaise, mais ça amène des situations impossibles. Parce que si on parle, par exemple, sur le côté humanitaire, parce qu'on peut le dire aussi, on voit que, par exemple, les épidémies, vu les déplacements massifs des gens à l'est du Congo, on trouve qu'il y a le choléra, il y a la rougeole, il y a tant de choses déplorables qui se passent. Mais si on regarde, c'est une terre riche qui devait être bénéfique pour ces gens. Ces gens devaient être dans des situations que les gens devaient envier, mais ils sont dans des situations les plus déplorables actuellement dans le monde. Mzouara El-Hayani, pour poursuivre ce tour de table sur la situation économique à l'est de la RDC. Oui, effectivement. Je pense que moi aussi, je vais rebondir sur les propos qui étaient déjà dits. La situation en RDC, elle est déplorable. Déjà, on sait que les régions principalement où il y a beaucoup plus d'insécurité, c'est des régions, comme vous avez dit, qui sont trop riches en cobalt et tout ce qui est minerai. Et ces business-là, en fait, ils deviennent exportés d'une façon illégale. Donc, ça ne profite pas au gouvernement de la RDC. Et aussi, M. Kabila a souligné un point très important, c'est que quand on est en situation de guerre, on néglige l'économie d'un pays. Et là, il n'y a pas... En fait, on n'en parle pas des investissements. Le gouvernement, il se retrouve à allouer des budgets pour la population qui est déplacée dans d'autres zones, pour des priorités de santé, etc. Donc, on n'a pas le temps de parler de tout ce qui est développement durable, etc., sur l'économie. Et malheureusement, la RDC aujourd'hui, en fait, même si on aura des négociations à l'avenir, etc., ça va prendre du temps pour que la situation se stabilise au long terme. Mais tout ce qui est minerai aujourd'hui, ça ne profite pas au gouvernement de la RDC. Alors, je me tourne vers vous, Mahfoud Kaoubi. Vous le disiez, on n'a pas le temps de parler d'économie, certes, mais comment font ces entreprises et ces commerçants pour s'adapter justement à ce conflit? On fait comment pour nous adapter à un conflit quand on est une entreprise qui gère toute une économie? Bon, la réalité du terrain est là pour nous renseigner que les entreprises se dotent de leur propre guérilla, de leurs propres moyens de sécurité, donc et ça constitue une charge d'exploitation comme toutes les autres. De plus en plus, on voit en Afrique un phénomène de ces entreprises de sécurité privée, donc qui viennent s'installer, qui viennent soit directement, soit en créant leur succursale entre guillemets africaine, donc des Africains qui font le travail, et donc qui réaniment des conflits d'ordre ethnique pour, en fin du compte, exploiter au moindre prix, c'est pour ne pas dire sans aucune redevance, des richesses naturelles de beaucoup de pays. Je me rappelle, il y a de cela 5 ou 6 mois, on avait parlé
Bon, on avait évoqué le cas du Ghana, justement, qui a mis en place toute une réglementation, un dispositif qui devait mettre à niveau, justement, la réglementation pour que l'exploitation des gisements profite à l'État ghanéen par les redevances qui vont aller au Trésor, mais aussi en mettant en place des entreprises donc mixtes avec des partenaires éventuellement étrangers. Et là, encore une fois, une région qui est très riche par des... C'est-à-dire un nouvel épisode, nouveau numéro, mais même thématique. Oui, même thématique. La seule chose qui m'a un petit attiré mon attention, d'ailleurs hier j'étais en train de réfléchir au moment où le monde est en train de connaître des bouleversements extraordinaires, quand on voit ce qui se passe par l'élection de la Donald nouvelle Trump. administration américaine, avec... Nous nous dirigeons vers une démondialisation, Mahfoud Kobi. Oui, et surtout un monde plus impérialiste. C'est de nouveaux empires. Chacun veut avoir une extension. On le disait souvent dans notre émission, que le monde de demain, il y a de cela 6 ou 7 mois, sera plus atroce, plus rude, où les espaces seront ardemment disputés. Et on y est. Donc, au moment où les grands empires se ressuscitent, veulent étendre leur dictat sur les différents hommes, justement riches, qui peuvent leur procurer des ressources et leur permettre de sécuriser leur approvisionnement en minerais rares, en or et en richesses naturelles. Voilà que les pays africains se disputent des zones et émiettent leurs efforts en attissant des haines ethniques, etc. Et voilà comment d'ailleurs vous avez commencé l'émission par cette stabilité, le rôle de stabilité. J'ajouterai à la stabilité la vision. On n'est grand que par rapport à la grandeur de sa vision et sa capacité de fédérer. Au moment où de grands empires sont en train de mettre tous les moyens pour constituer une force, les pays africains se rentrent dedans. Alors qu'il y a une richesse, au lieu de l'exporter, il faut aller l'exploiter, créer de la valeur ajoutée et dépasser nos clivages d'ordre ethnique qui appartiennent, certes que la colonisation est pour beaucoup dans cette situation, mais est-ce qu'on n'est pas capable de laisser de côté tout cela et de passer à un objectif tout à fait autre qui constitue de construire ensemble et de régler nos différends autour d'une table, en utilisant des moyens pacifiques. Voilà ce qui me fait mal, parce que hier on parlait avec le même temps, la même intensité quand on évoque le Soudan, le Kenya, aujourd'hui la RDC, alors que au même moment, on voit que l'administration américaine suspend ses aides à l'Afrique du Sud. Pour quelle raison? Je laisserai à Samuel de dire pour quelle raison. Donc, pour dire l'Africain, voilà les enjeux. Nous, Africains, où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on n'arrive pas à dépasser nos clivages? Alors, pour au moins exploiter nos richesses, et pour vous répondre, là, on utilise les Africains pour organiser des guérillas, sécuriser l'approvisionnement. Le cobalt, où est-ce qu'il prend quel chemin? L'or, il prend quel chemin? Posons-nous cette question. Exactement, je pense que Samuel Alexis Banoui. Je partirais dans le même esprit en disant, en tant qu'Africain, n'a-t-on-il pas appris du colonialisme ou du néocolonialisme? C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas qu'on écrit les mêmes chapitres des années après années, au fait. Si on regarde sur des terres riches, où on trouve qu'il y a des ressources minières actuellement, si on regarde, on fait la cartographie de l'Afrique, partout où il y a du feu, on va se rendre compte qu'en réalité, il y a des ressources naturelles qui sont abondantes. En fait, est-ce qu'avec cette nouvelle ordre mondiale qui se dessine, est-ce qu'en tant qu'Africain, on ne doit pas apprendre de nos erreurs et c'est dire que
Et c'est dire qu'on doit s'asseoir réellement en se disant, il y a ça, et on sait que depuis des années, on est tombé dans le même revers. Mais nous devons savoir comment exploiter ces ressources naturelles. De plus encore que si nous les exploitons, donc les parties concernées, tous, ils seront gagnants en réalité. Parce que s'il y a l'exploitation de ces ressources naturelles, qu'elles soient du parti soi-disant M23, qu'elles soient du parti du soi-disant du gouvernement congolais, etc., en dehors du politique, c'est-à-dire que si les ressources sont exploitées, ça sera bénéfique pour les partis. Au lieu de laisser que pendant ce temps qu'il y a ces guerres, nous savons qu'il y a des coltans, etc., qui sortent de la RDC, parce que tout le monde est au courant qu'il y a des gisements qui sortent de la RDC. Ouais. Donc, ils sont toujours perdants, au lieu de décapitaliser ça. En regardant, par exemple, en dehors de ça, en parlant du côté, moi j'ai regardé une statistique qui dit depuis 2021 jusqu'à 2023, ils ont recensé qu'il y a plus de 2100 et quelques écoles qui ont fermé dans ces différentes régions. Là, c'est une statistique de 2021 à 2023. Imagine jusqu'à présent en 2025, c'est-à-dire que c'est encore augmenté. Ce qui fait que non seulement les infrastructures ils sont détruites, et non seulement les enfants qui sont dans ces régions, ils n'acquièrent pas de connaissances, ce qui fait que c'est une perte, non seulement du point de vue humain, parce que si cette population était éduquée, etc., ça allait encore mieux à porter au niveau de l'économie. Ouais. Tellement que nous sommes dans des principes où nous nous focalisons sur toujours, c'est que, je peux dire, le néocolonialisme où les colons nous insèrent dedans. Parce qu'on se retrouve à aller dans les histoires ethniques, on se retrouve à aller dans des histoires... Mais finalement, qui, dans cette région, peut dire que nous sommes bien focalisés, que nous avons les moyens qu'il faut, etc., que nous sommes bien portants? En fait, non. Nous sommes tous dans des situations précaires. Et dans ces situations précaires, il est temps que nous changeons notre façon de voir. Nous avons des ressources naturelles, d'accord. Oui. Comment pouvons-nous les exploiter? Quel est le moyen le plus favorable pour les exploiter? Sortons de ces logiques-là. C'est d'arrêter de se faire la guerre. Oui, arrêtons de se faire la guerre. Parce qu'avec la guerre, parce que ça revient sur la question en disant, est-ce qu'on n'a pas appris de ce qu'on a vécu avec les colons et même avec le néocolonialisme? Pourquoi? Parce que si on fait la cartographie, encore une fois, de l'Afrique, si on regarde partout, il y a des guerres jusqu'à présent. C'est des zones très riches. Il y a toujours de la richesse. Et au Sahel, au Soudan. Il faut regarder juste. Il y a du pétrole, il y a l'or, il y a le cobalt, il y a le coltan. En fait, c'est-à-dire que en réalité, c'est en rapport avec l'économie. Nous voyons qu'il y a cette richesse-là. L'argent, c'est le nerf de la guerre. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais ça me rappelle Marx. Quand il disait l'infrastructure détermine la suprastructure. Donc les besoins. Ceci. Donc on n'arrive pas justement à ce que cette suprastructure qui est importante, donc le monde des idées, qui puisse venir pour régler ces questions de distribution et de redistribution. Donc, et quand la richesse devient en elle-même un problème, un handicap. C'est ça, mais c'est terrible. Hein. C'est terrible, c'est très terrible. Même la région de l'Est, déjà, quand on parle du coltan, elle représente à elle-même plus de 15% dans le monde. Ouais. Et c'est là où on voit la vraie richesse de cette région, mais elle est en guerre. Et tous ces business-là d'exportation de ces minerais se font d'une façon illicite. Et d'ailleurs, Samuel aussi a souligné un point très important par rapport aux écoles, avec toutes les entreprises et tout le commerce qui est handicapé en RDC en général. Ouais. Ça rend les jeunes plus vulnérables à être exploités dans des groupes armés. Et ça fait qu'aggraver la situation aujourd'hui. Ouais. Et quand on parle aussi de tout ce qui est agriculture, avec les déplacements des populations, etc., ça aggrave la situation encore plus parce que actuellement on parle de famine, de risque de famine. Même en 2024, juste l'inflation en RDC, elle était à plus de 19%. 20%, 19,9%. Et tout cela, en fait, c'est malheureux à dire. Ouais. Il y a des statistiques, c'est trop... Je pourrais ajouter quelque chose en disant, si on regarde très bien encore, ça va aller dans la logique d'endettement encore plus. Ouais. Parce qu'avec des situations pareilles, la RDC, sûrement, il va encore s'endetter. Oui. Et puis, ça sera de la nourriture contre de l'or. Exactement. C'est l'équation néocolonialisme. Et on sera réduit à être ce continent toujours qui dépend et qui approvisionne le monde
pour se nourrir. On rentre toujours dans on est toujours dans ce cercle vicieux de pauvreté, d'aide alimentaire et d'aide étrangère, alors que même maintenant, on voit que les États, comme les États-Unis, ils sont en train de couper les aides. Alors, Donc, on le sait. Oui, les aides. Oui, justement. On avait parlé à plusieurs reprises de ce problème de financement qui se posera à l'Afrique. Et ça commence à se poser. Non seulement la capacité de mobiliser des aides pose problème, mais déjà les aides qui étaient octroyées par les organisations nationales et les programmes de coopération vont se tarir, se raréfier. Oui. Alors on le sait, l'origine du problème, c'est la source du problème, c'est les conflits, ça on le sait. Peut-on envisager une reconstruction économique durable en l'absence d'une résolution de ce conflit? Est-ce que c'est envisageable, sur papier? Oui, c'est envisageable, bien sûr que c'est envisageable. Quand il y a la volonté de construire, et quand on a un pays qui est riche par ses moyens, riche par sa jeunesse, et riche mais par, en l'absence d'une résolution du conflit, c'est-à-dire le conflit persiste toujours. Peut-être que je n'ai pas, certainement, je n'ai sur pas... papier, logiquement, est-ce que c'est faisable? C'est impossible. On ne peut pas construire une économie locale, même avec... Personne ne l'a fait depuis la nuit des temps jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est bien dit à l'introduction qu'il n'y a pas de développement économique. Il n'y a pas de développement économique. Sans stabilité, sans institution. Donc c'est impossible. À ceux qui sont en train de faire la guerre, de nous prouver le contraire. Est-ce que moi j'ai une question sur ça? Est-ce qu'on peut manger dans une maison en feu? Je ne crois pas. Parce que la priorité sera déjà d'éteindre le feu et puis tu pourras manger et faire d'autres choses, je pense. Alors, quelles sont les perspectives selon vous? Et je vous pose la question à vous trois. Quelles sont les perspectives pour la région à moyen et à long terme si la situation sécuritaire ne s'améliore pas? Mahfoud Kaoubi, je commence avec vous. C'est la dégradation de tous les indicateurs. Donc déjà la famine commence à apparaître, les problèmes de santé sont de plus en plus importants, les déplacements sont et la question risque d'être, c'est la contagiosité aussi, donc ça risque de se propager. Parce que ça impacte aussi les pays limitrophes aussi. On parle toute des la pays, région. Ça va un petit peu faire renaître des clivages, des problèmes ethniques. Et ça risquerait de compliquer encore plus la situation. Donc ça ne vient pas du tout pour arranger quoi que ce soit. Donc la situation est déjà critique, les niveaux de développement sont déjà faibles. Tout à l'heure, Mzouara a donné l'exemple de... Vous savez, c'est quoi 20% de taux d'inflation déjà? C'est quand même énorme. On perd en une année 20% de son pouvoir d'achat. Donc après, on est dans des proportions... inimaginable. Ça commence à prendre des proportions terribles, comme c'est le cas de... Surtout avec la dépréciation aussi du franc congolais. C'est ça. Et puis, c'est métastasique en tous les cas. On ne se rend pas compte, parce qu'au démarrage, on pense maîtriser les choses, on pense avoir la main mise sur les logiques, parce qu'on se dit toujours qu'on veut forcer la main à l'autre, imposer sa logique, mais ça se retourne contre nous. Tout à fait. Samuel Lekizimana. Oui, en fait, moi, cette question, ça me touche encore plus à cœur parce que je peux dire, j'ai vécu au Congo. Je suis né en RDC parce que mon père, il travaillait. En fait, c'était au niveau Tu es un enfant de cette région? Je suis pas de cette région précisément, mais j'étais au niveau je parle de la région. Oui, de la région. Oui, je connais bien cette région. Ouais. Donc moi, au Congo, j'étais dans la région de Katanga, aussi une région très très riche. Et à travers Katanga, on peut se rappeler même qu'avant, on a voulu faire qu'il y ait des problèmes dans la région de Katanga avec les Belges pendant la période coloniale, avec Patrice Lumumba, etc. Mais c'est-à-dire que moi, ce qui me déplore le plus, c'est-à-dire qu'à chaque fois, moi je vais parler du néocolonialisme ou du problème de nous, Africains, sur le côté psychologique, où on aime toujours nous jouer sur le côté ethnique. En fait, moi, ce qui est déplorable, parce que si on prend un Congolais, on prend un Rwandais, etc., on prend un Burundais, je sais pas, on prend un Tanzanien, on sait pas, et qu'on part en Occident, et qu'on demandait à un Occidentaux de dire c'est qui ces gens, ils vont dire c'est des Africains. Voilà, c'est des subsahariens. Oui, exactement.
Parce qu'il n'y a pas de différence réellement logique. Mais nous, on se trouve, on nous met ce problème psychologique, on se trouve en s'entretuer pour rien. Alors que nous avons des richesses qui sont là. Nous les avons et nous savons. C'est ça qui est déplorable avec l'Afrique. Nous savons que nous avons ça. Et nous savons qu'on nous manipule sur le côté psychologique, mais nous continuons dans les mêmes revers. C'est ça qui est déplorable. Ce qui est encore plus déplorable, c'est-à-dire que si on regarde les gens qui s'entretuent, c'est des frères. Même s'il y a une manipulation derrière ou c'est pas quoi, moi je m'en fous de cette manipulation en fait. Il faut qu'on sorte de ce côté-là où on se victimise trop en fait. Parce que la personne qui va tuer l'autre personne, c'est pas quelqu'un qui est d'un autre continent qui va venir prendre son arme et tuer. Non, c'est nous-mêmes qui le faisons en réalité, nous entretuons. Pourquoi ? Pour rien, parce que la plupart même qui mènent cette guerre, ils en sortent avec des problèmes psychologiques où ils doivent être internés et pris en charge. Parce que les gens qui en bénéficient, en réalité, c'est des gens qui sont assis, qui sont bien dans des poches, etc. C'est-à-dire que c'est nous, en tant qu'Africains, parce que j'aime bien cette parole que un journaliste hier m'a partagée où on parlait de l'Union africaine, que j'ai beaucoup adoré. Où il disait que réellement, nous, en tant que population africaine, nous ne devons pas regarder notre continent ou nos pays à travers les gens qui sont assis sur certains postes. En réalité, nous devons faire en sorte que les choses aillent de mieux pour nous. Parce que c'est notre responsabilité. Personne ne viendra bâtir ta maison à ta place. Personne ne viendra faire en sorte que ton enfant étudie à sa place. Personne ne fera en sorte que la personne qui est en train d'étudier, que l'autre vienne étudier à sa place. C'est impossible. Donc nous avons tous des responsabilités en tant qu'Africains. Et les responsabilités ne viennent pas selon les dirigeants. Les responsabilités viennent à travers nous, en fait. C'est-à-dire que nous sommes là, nous devons faire notre responsabilité et les choses s'en suivront. Je pense que si chaque Africain refuse de tuer son prochain, si chaque Africain décide de travailler réellement pour avancer, je pense que les choses changeront. Parce que si nous aurons l'Afrique que nous voulons. Nous aurons l'Afrique que nous voulons. C'est ça que nous voulons en réalité. Comme l'initiative de l'agenda de l'Union africaine dit, l'Afrique que nous voulons. Mais c'est à nous de la faire. Et ce n'est pas anodin qu'on dit c'est à nous de la faire. Ce n'est pas le gouvernement de la faire. C'est à nous de la faire. C'est-à-dire que le gouvernement et la population, tous, ils ont des responsabilités concrètes à travers ça. Parce que nous devons cesser ça. Moi, c'est ça qui me fait mal. Moi, je vous dis, par exemple, au niveau du Burundi et du Rwanda, il y a eu des guerres ethniques entre Hutus et Tutsis. Je l'ai dit parce que j'ai vécu dans cette région. Ouais. Mais il faut demander à un étranger qui vient au Burundi ou qui arrive au Rwanda et de dire, dis-moi qui est Hutu, qui est Tutsi. Il ne connaît pas, parce que c'est faux, parce qu'il n'y a pas de fondements logiques dans tout ça. Nous sommes tous africains, comme j'ai dit, quand on part au niveau on quitte de ce continent, on t'appelle africain. C'est aux Africains de prendre cette responsabilité et de combattre cette guerre mentale que le néocolonialisme nous a laissé jusqu'à présent, qui nous fait déposséder de nos richesses. Voilà, et on termine sur cette note d'espoir, une note positive. Merci à vous, Mahfoud Kaoubi, merci à toi, Samuel Akizimana, et merci à toi aussi, Mazwara Al-Hayani, pour cette analyse. Chers auditeurs, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez la retrouver sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, ou bien notre site web www.flrfm.com, ou bien notre application FLRFM téléchargeable sur le Play Store. C'était Abdelmalek Blouchet durant l'antenne. Voilà.